Bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Aujourd'hui, on va faire des probas niveau seconde. Euh, Loi de probabilité, probabilité d'un événement. Alors, je vous affiche la définition d'une loi de probabilité. Alors cette définition, quand on la voit, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est qu'on n'y comprend rien. Euh, en fait, c'est une définition qui est rigoureuse d'un point de vue mathématique et donc importante à mettre, mais qu'il faut expliquer parce que sinon, elle est un petit peu aride. Qu'est-ce qu'il nous faut pour définir une loi de probabilité? Il nous faut déjà un univers composé d'éventualités. Cet univers se note oméga. Les éventualités, c'est oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n. On a n éventualités. Ce n'est pas des petits w, c'est des petits oméga. Eh bien, définir une loi de probabilité, c'est prendre chacune de ces éventualités, oméga i, et lui associer un nombre pi compris entre 0 et 1. Et il faut qu'en plus, lorsque l'on additionne tous les pi, p1 plus p2 jusqu'à pn, on trouve un total égal à 1. Chacun de ces nombres pi, c'est la probabilité de l'événement oméga i. Les pi, évidemment, on ne peut pas les choisir n'importe comment. Il faut les prendre entre 0 et 1, il faut que leur somme soit égale à 1, mais surtout, il faut que ces nombres p soient associés à la fréquence d'apparition de notre éventualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est quelque chose qu'on comprend très bien quand on prend un exemple. Un dé à 6 faces. Vous prenez un dé à 6 faces et vous le lancez 1000 fois. Alors évidemment, il faut avoir que ça à faire de ces journées, mais là, en période de confinement, c'est relativement crédible. Vous le lancez 6 fois, 1000 fois, pardon, 6000 fois même, pardon, 6000 fois. Vous le lancez 6000 fois, ce dé à 6 faces, et vous vous posez une question. Combien de fois est-ce que je vais obtenir un 1 au total? Vous l'avez lancé 6000 fois votre dé, combien de 1 allez-vous obtenir? Bien, a priori, autour de 1000. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. D'ailleurs, si votre dé est bien équilibré, des 2, vous allez en obtenir 1000 aussi, et puis des 3, 4, 5, 6, à peu près 1000 à chaque fois. Pourquoi? Eh bien parce que là ici, si votre dé n'est pas truqué, les résultats seront tous égaux. Et du coup, la probabilité d'obtenir un 1, eh bien c'est 1000 chances sur 6000. C'est la fréquence d'apparition des 1. Autrement dit, la probabilité d'attraper un 1, a priori, est de 1 chance sur 6. La probabilité d'attraper un 2, pareil. La probabilité d'attraper un 3, 4, 5, 6, la même chose. 1 chance sur 6 à chaque fois. C'est quelque chose qui est très intuitif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce dé n'est pas truqué? Pardon, si ce dé est truqué. Admettons par exemple qu'on mette un petit poids du côté du 1, et du coup quand on lance le 1 va se retrouver plus souvent en dessous qu'au-dessus. Et du coup, on admet que le 6 a 2 fois plus de chances d'apparaître que chacun des autres nombres. Dans ce cas-là, pour avoir notre loi de probabilité, il faut qu'on liste toutes les éventualités, et qu'en dessous, on donne toutes les probabilités. Souvent, on présente ça sous la forme d'un tableau. C'est ça, faire une loi de probabilité. Quelles sont les différentes éventualités et quelles sont leurs probabilités? Ce fameux nombre compris entre 0 et 1 dont la somme doit être égale à 1. Si le 6 est 2 fois plus fréquent que les autres, sa probabilité va être double par rapport aux autres. Alors on pourrait se dire que ça va être un sixième, un sixième, un sixième, un sixième, un sixième, et puis 2 sixièmes pour le 6. Sauf que ça ne marcherait pas. Parce qu'au total, ça ferait un sixième, plus un sixième, plus un sixième, plus un sixième pour les 5 premiers, donc 5 sixièmes, plus 2 sixièmes pour le 6, ça ferait un total de 7 sixièmes, ça ne ferait pas 1. Du coup, il faut changer le dénominateur. En fait, il faut faire 1 sur 7, 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 et 2 chances sur 7, ça fera un total de 7 sur 7, ça fera 1. La somme des probabilités doit toujours être égale à 1 quand on considère les probabilités des différentes issues de notre expérience. Alors ensuite, une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une situation d'écoute probabilité? Comme d'habitude en mathématiques, pour le comprendre, il faut revenir à l'étymologie du mot, ça aide beaucoup. Le préfixe équi veut dire égal, identique. Équiprobabilité, ce sont des probabilités identiques. C'est très exactement le cas de notre dé non truqué. Toutes les probabilités sont identiques. Si le dé est non truqué, on a une chance sur 6 d'avoir chacune des faces. Bien dans ce cas-là, s'il y a n éventualités, les n probabilités vont être égales. P1, P2, P3, Pn, tout ça c'est égal. Et à quoi est-ce que c'est égal? Eh bien du coup, une chance sur n. Si on a n possibilités différentes et qui toutes ont la même probabilité de se réaliser, chacune a une chance sur n de se réaliser, une probabilité égale à 1 sur n. Le cas le plus simple, c'est le cas où vous lancez une pièce, vous avez une chance sur 2 de faire pile, une chance sur 2 de faire face, si elle est bien équilibrée. Ensuite, comment faire si on a non plus des éventualités, mais des événements? On en a parlé dans l'autre vidéo, la différence est un petit peu fine. Une éventualité, c'est un résultat possible. Un événement, c'est plusieurs éventualités regroupées ensemble. Et bien dans ce cas-là, si vous voulez la probabilité d'un événement, il faut additionner
toutes les probabilités des issues qui composent cet événement. Vous prenez chacune des petites probabilités des éventualités, vous les additionnez, ça vous donne la probabilité du total. Par exemple, si vous lancez un dé à 6 faces, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Eh bien, c'est la probabilité d'obtenir un 3 plus la probabilité d'obtenir un 6, que ce dé soit truqué ou pas. Si vous cherchez la probabilité d'obtenir un résultat inférieur ou égal à 4, eh bien, il faut faire probabilité d'obtenir un 1, plus probabilité d'obtenir un 2, plus probabilité d'obtenir un 3, plus probabilité d'obtenir un 4, et ça marche, que les dés soient truqués ou non. Maintenant, le cas particulier de l'équiprobabilité. Ce cas-là, on voit dans nos exemples qu'il est plus simple et qui va donner lieu à des raisonnements qui vont être intéressants à faire parce qu'ils vont fonctionner toujours de la même manière. Si vous avez un événement A qui est sur une expérience qui est en situation d'équiprobabilité, et bien dans ce cas-là, la seule chose qui compte, c'est combien il y a d'éléments à l'intérieur de A et combien il y a d'éléments au total. En fait, la probabilité de l'événement A sera le nombre d'éléments de A divisé par le nombre total d'éléments. On parle parfois de nombre de cas favorables sur nombre total de cas. Qu'est-ce que ça donne dans le cadre d'un exemple? Eh bien, vous prenez une carte dans un jeu de 32 cartes. C'est un jeu dans lequel il y a l'As, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. Et on vous demande quelle est la probabilité d'obtenir une figure quand vous prenez une carte dans ce jeu de 32 cartes. Eh bien, dans ce cas-là, on est en situation d'équiprobabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de chances d'obtenir n'importe quelle carte plutôt qu'une autre. Vous avez autant de chances d'obtenir le 7 de carreau que le Valet de cœur ou que la Dame de pique. Une chance sur 32 pour chacune des cartes. Dans un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir une figure? Eh bien, ce qui compte, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre total de cas. Et donc, en fait, le nombre total de figures divisé par le nombre total de cartes. Combien est-ce qu'il y a de figures? Il y a Valet, Dame, Roi pour chaque couleur. Donc, Valet, Dame, Roi à cœur, à carreau, à pique et à trèfle. 4 fois 3 cartes. Donc, 12 cartes en tout. Vous avez 12 chances sur 32 d'obtenir une figure quand vous tirez une carte dans un jeu de 32 cartes. 12 sur 32, ça se simplifie et ça fait 3 sur 8. C'est très logique en fait, parce que dans une couleur, par exemple le carreau, dans un jeu de 32 cartes, vous avez 8 cartes. L'As, le 7, le 8, le 9, le 10, le Valet, la Dame, le Roi. Et donc en fait, pour chaque couleur, vous avez 3 figures sur un total de 8 cartes. 3 chances sur 8 d'avoir une figure. L'exemple qui aurait déçu tout le monde s'il n'avait pas été présent. Vous prenez une urne et vous mettez à l'intérieur 12 boules indiscernables au toucher. 9 bleus, 3 noirs. On appelle grand N l'événement obtenir une boule noire. Quelle est la probabilité de N? Eh bien, c'est le nombre de boules noires divisé par le nombre total de boules, c'est-à-dire 3 boules noires sur 12 boules au total, une chance sur 4. C'est le fameux exemple de Motus. En espérant vous avoir mis la musique dans la tête pour le reste de la journée. Quelles sont les propriétés qu'il faut retenir de ce chapitre? Un petit bilan. Eh bien, déjà que, quelle que soit la situation, la probabilité d'un événement A est toujours comprise entre 0 et 1. Ensuite, la probabilité d'un événement certain, c'est 1. La probabilité d'un événement impossible, c'est 0. Et enfin, la probabilité de l'union. Alors ça, c'est un petit peu plus fin. Qu'est-ce que c'est que l'union? On en a parlé la dernière fois. A union B, ça veut dire que vous considérez tous les cas qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. Probabilité de A union B, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, intuitivement, on a envie de dire que c'est tout ce qui se passe dans A rajouté à tout ce qui se passe dans B. P de A plus P de B. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait possible que A et B se rencontrent, qu'il y ait des éléments qui soient à la fois dans A et dans B. Et ces éléments-là, si on fait le total de toutes les probabilités de A plus le total de la probabilité de B, si on fait P de A plus P de B tout court, on va compter ces éléments qui sont communs à A et B 2 fois. Du coup, une fois de trop. Et donc, il faut les retirer. La règle, c'est P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. On va faire un exemple tout de suite après. Il y a juste un cas où les choses se passent simplement, c'est si A et B sont incompatibles. C'est-à-dire si A et B n'ont aucune partie commune, si leur intersection est vide. Dans ce cas-là, P de A union B, la probabilité d'être dans A ou dans B, c'est juste P de A plus P de B. Il n'y a pas de cas en commun, il n'y a rien à ajuster, il ne faut rien retirer. La dernière formule du chapitre, qui est très intéressante parce que parfois elle sauve la mise, c'est la probabilité de l'événement A bar, la probabilité du contraire de A. Eh bien, la probabilité du contraire de A, c'est 1 moins P de A. Ça vient du fait que A et A bar sont indépendants et donc au total sont incompatibles, et que au total, ils recomposent tout oméga. Quand vous faites la probabilité du total, P de A plus P de A bar, ça fait 1, mais comme ils sont incompatibles, eh bien là ici, leur intersection était nulle,
Et du coup, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Un exemple. Un exemple dans lequel les personnages n'ont évidemment rien à voir avec des personnes existant ou ayant existé. Rudy est entraîneur de football. Il doit composer son équipe pour la finale de la Coupe face au PSG. Mal barré. Pour cela, il a sélectionné 10 joueurs, mais pour le 11e, il hésite. Que fait Rudy dans ce cas-là? Eh bien, il choisit le 11e joueur au hasard. Il a 3 types de joueurs, des attaquants, des milieux, des défenseurs. C'est indépendant, soit attaquant, soit milieu, soit défenseur, on ne peut pas être les deux à la fois. Parmi ces joueurs, il en a des qui ont les pieds carrés et d'autres qui ont les pieds pas trop complètement carrés. Là ici, les effectifs sont présentés dans le tableau que je vous affiche. A, c'est les attaquants, M, c'est les milieux, D, c'est les défenseurs, C, c'est les pieds carrés, C bar, c'est les pieds pas complètement trop carrés. Quelle est la probabilité de A? Eh bien, la probabilité de A, c'est la probabilité que Rudy choisisse un attaquant pour son 11e joueur. Il a 8 attaquants restants sur un total de 27 joueurs, c'est 8 sur 27. P de C, c'est la probabilité que le joueur ait les pieds carrés. On prend le nombre total de pieds carrés, ils sont 11. On voit là ici que ça n'est pas du tout crédible. Hein, ça... Ah, excusez-moi, non, c'est 16, ça va mieux. Donc ils sont 16, ça va mieux. 16 sur un total de 27, ça, c'est la probabilité que le joueur choisit ait les pieds carrés. P de A inter C, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la probabilité que le joueur choisi soit à la fois dans A et dans C. Autrement dit, un attaquant et il a les pieds carrés. Il y a 5 attaquants qui ont les pieds carrés. Donc, P de A inter C, c'est 5 sur 27. En revanche, P de A union C, c'est soit il choisit un attaquant ou bien un joueur qui a les pieds carrés. Et peut-être que le combo, ça sera un attaquant qui a les pieds carrés, c'est possible. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est quelle est la probabilité que ce soit ou bien un attaquant ou bien un joueur qui a les pieds carrés. Et bien dans ce cas-là, P de A union C, c'est P de A, les attaquants, plus P de C, les pieds carrés, moins P de A inter C, les attaquants aux pieds carrés, qu'on a compté 2 fois dans les attaquants et dans les pieds carrés. Il ne faut pas les compter 2 fois. Du coup, ça va donner 8 joueurs sur 27, les attaquants, 16 joueurs sur 27, les pieds carrés, moins 5 sur 27, les attaquants aux pieds carrés. Ça nous laisse 19 chances sur 27 d'avoir soit un attaquant, soit un gars qui a les pieds carrés. P de A union D maintenant, eh bien c'est la probabilité d'avoir un attaquant ou bien un défenseur. Là ici, on voit que ça peut être que l'un ou l'autre, mais pas les deux. Personne n'est à la fois attaquant et défenseur. Ces événements A et D sont incompatibles. Du coup, P de A union D, c'est P de A plus P de D. C'est-à-dire 8 attaquants sur 27 joueurs, plus 9 défenseurs sur 27 joueurs. Il y a 17 cas possibles sur un total de 27. Il a 17 chances sur 27 d'avoir un attaquant ou bien un défenseur. Une petite remarque, ça peut se voir plus simplement le fait d'être un attaquant ou bien un défenseur. En fait, ça concerne tout le monde, sauf les milieux. C'est donc P de M bar. P de M bar, c'est le fait de ne pas être un milieu. Eh bien, P de M bar, c'est 1 moins P de M. P de M, c'était 10 chances sur 27. P de M bar, c'est 17 chances sur 27. On retrouve bien le même résultat. Voilà. J'espère que ce petit cours vous a éclairé un petit peu. Je mets en pièce jointe le cours, je mets en pièce jointe une fiche de TD. Donc n'hésitez pas à faire les exercices de cette fiche de TD, ils sont particulièrement stupides, des histoires de cantine avec des lasagnes aux chiens, ça vous rappellera des bons souvenirs du temps où vous n'étiez pas confiné. Oh, il y a aussi des histoires de rognures d'ongles dans les lasagnes, ça vous plaira. Et ensuite, quelques remarques, notamment un message de Emma qui me demandait pourquoi est-ce que la vidéo d'hier sur les suites arithmétiques n'était pas drôle. Eh bien, Emma, vous devez bien comprendre que nous ne sommes pas ici pour rigoler. Mon objectif ultime, au-delà de faire des maths, qui sont évidemment une science hyper sérieuse et qu'on ne peut pas faire en plaisantant, c'est quand même d'avoir les palmes académiques remises en main propre par mon ministre. Donc voilà, tant que je n'aurai pas les palmes académiques, je resterai toujours sérieux. Pas de blagues ni d'exemples stupides, c'est pas mon genre. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous, n'oubliez pas de ne pas sortir, à part en cas d'urgence. Voilà, faites attention à vous, prenez soin de vos proches, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment ce qui est important. Téléphonez-vous les uns les autres, c'est sympa d'avoir des nouvelles. Et puis pour mes élèves, envoyez-moi des messages avec vos exercices dessus. Et puis si en plus des exercices, vous pouvez me donner de vos nouvelles, ça me fera toujours plaisir. Allez, à bientôt!